Dans les premiers mois de 1945, le leadership militaire du Troisième Reich opérait dans une réalité divisée en deux. Dans les rapports internes, la capacité de l'armée allemande apparaissait réduite à des chiffres qui montraient un système épuisé, divisions incomplètes, chaînes d'approvisionnement fracturées et un front qui reculait en plusieurs points en même temps. Cependant, dans le discours officiel émanant de Berlin, l'idée de résistance totale persistait. Cette contradiction a défini le scénario dans lequel naîtraient des décisions silencieuses, des réunions discrètes et des évaluations qui n'arrivaient jamais au Führer. Le haut commandement savait que le Reich approchait de sa fin et cette certitude a généré une activité parallèle qui avançait en marge de la structure formelle. Des officiers de différents niveaux échangeaient des informations sans les enregistrer, adaptaient des directives impossibles et préparaient des mesures destinées à contenir l'impact immédiat de l'effondrement. L'effondrement n'a pas été un événement soudain, mais un processus géré de l'intérieur par ceux qui comprenaient qu'il n'y avait plus de marge pour le renverser. Quelles décisions ont été prises en secret pendant que le régime exigeait une résistance totale? Comment a fonctionné un commandement partagé entre obéissance et pragmatisme? Signaux finaux. Le commandement reconnaît l'inévitable. La reconnaissance de la défaite au sein du haut commandement allemand ne fut pas un moment dramatique ni une décision prise lors d'une seule réunion. Ce fut un processus graduel, fondé sur des rapports techniques, des calculs de pertes et l'observation directe de l'effondrement des éléments soutenant la capacité militaire du Reich. Au début de 1945, les officiers responsables de la planification stratégique ne pouvaient plus cacher la réalité. L'Allemagne avait perdu la guerre. Cette reconnaissance n'était ni idéologique ni morale. C'était une conclusion technique basée sur des chiffres, des cartes et une évaluation froide des ressources face aux menaces. La différence entre cette compréhension interne et le discours officiel de résistance absolue marqua le début d'une dualité qui caractériserait les derniers mois du conflit. Les départements de planification du haut commandement produisaient des rapports destinés à évaluer la capacité réelle de l'armée. Ces documents n'étaient pas conçus pour la propagande ni pour soutenir le moral. Leur fonction était de mesurer avec précision combien de temps l'Allemagne pouvait résister. À la fin de 1944 et au début de 1945, les projections montraient un panorama qui n'admettait pas d'interprétations optimistes. La production de carburant s'était effondrée après les bombardements systématiques sur les usines d'hydrogénation. Le parc de blindés se consumait plus rapidement qu'il ne pouvait être remplacé. Les divisions perdaient des effectifs à un rythme qui dépassait largement la capacité de recrutement. Le système ferroviaire, colonne vertébrale de la logistique allemande, était détruit dans des secteurs critiques. La Luftwaffe ne pouvait plus opérer avec efficacité. Les Alliés avançaient simultanément depuis l'Est et l'Ouest. Ces rapports n'arrivaient pas à Hitler. Les officiers du haut commandement avaient appris que présenter des données négatives suscitait des réactions violentes. C'est pourquoi ils ont commencé à préparer deux versions de chaque rapport, une technique destinée à l'analyse interne et une autre édulcorée, conçue pour éviter les représailles. Au fil des semaines, même la version atténuée reflétait un effondrement irréversible. Pour les officiers qui étudiaient ces documents, la défaite a cessé d'être une possibilité pour devenir un fait mathématique. En janvier 1945, les calculs indiquaient que l'Allemagne ne pourrait pas soutenir la guerre au-delà du printemps. Cette conclusion ne se basait pas sur le pessimisme, mais sur l'arithmétique de base. Il n'y avait pas de carburant, pas d'hommes, pas de matériel, pas de temps. La situation au front était tout aussi concluante. Au début de 1945, la Wehrmacht n'était plus une armée cohérente. C'était une structure fragmentée, composée de secteurs opérant de manière presque indépendante. Les rapports quotidiens montraient des divisions qui existaient uniquement sur le papier, des régions sans ligne défensive continue, des villes isolées entourées par des forces ennemies et des unités mixtes formées par des restes de plusieurs formations. Il n'y avait pas de réserves opérationnelles. Les cartes qui circulaient en interne montraient une réalité que Hitler ne voyait pas. Le front allemand n'était plus une barrière, mais une série de positions isolées, incapables de se soutenir mutuellement. Bien que Hitler continuait d'ordonner des offensives, le haut commandement savait qu'il n'existait aucune manière pratique de les exécuter. La perte de mobilité, de carburant et de couverture aérienne faisait que toute tentative de concentration des troupes
était détectée et détruite avant de commencer. Le front occidental cédait sous la pression alliée. Le front oriental subissait des ruptures qu'aucun commandant ne pouvait colmater. Ce que les officiers observaient n'était pas un retrait ordonné, mais l'effondrement d'une structure qui ne fonctionnait plus. Chaque tentative de reconstruire des lignes défensives échouait en quelques jours. Les offensives ennemies traversaient les positions allemandes en quelques heures. La logique militaire indiquait qu'un tel front ne pouvait durer plusieurs semaines. L'effondrement matériel était tout aussi dévastateur. De nombreux rapports du début de 1945 montraient des divisions dépourvues d'armement de base. Il ne s'agissait pas seulement de chars ou d'artillerie lourde. Il manquait des munitions pour les fusils, de l'équipement hivernal, des véhicules pour le transport, des radios pour coordonner les opérations et des armes de soutien. Pour la première fois pendant la guerre, l'armée allemande envoyait des divisions au front avec moins de 10% de leur dotation réglementaire de véhicules. Dans certains secteurs, une division entière ne comptait pas plus d'une douzaine de camions. Sans transport ni artillerie suffisante, les commandants savaient que ces unités ne pouvaient pas exécuter des mouvements défensifs, résister à des offensives prolongées ou se retirer en ordre. Tout officier professionnel comprenait qu'une armée sans matériel minimum est condamnée. L'incapacité était évidente. Il n'y avait pas de place pour le débat. Les rapports de pertes confirmaient la tendance à la baisse. Chaque jour, on informait combien d'hommes restaient opérationnels, combien étaient morts ou portés disparus, combien d'équipements avaient été perdus et quelles régions avaient été isolées. Au début de l'année 1945, les pertes sur le front oriental se comptaient par dizaines de milliers par semaine. Le rythme dépassait largement la capacité de remplacement. Les officiers responsables du personnel ne pouvaient plus reconstituer les divisions. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était fusionner les restes d'unités. Ce processus, autrefois occasionnel, était devenu quotidien. La bureaucratie militaire ne pouvait pas soutenir le rythme de réorganisation parce que les hommes envoyés au front disparaissaient à la même vitesse qu'ils arrivaient. Quand une armée ne peut plus remplacer ni organiser ses pertes, la défaite cesse d'être une question stratégique. Elle devient un fait structurel. La destruction du système ferroviaire a été un autre élément critique. L'armée allemande dépendait intensément du chemin de fer pour déplacer des fournitures, du carburant, des renforts, de l'artillerie et des munitions. À la fin de 1944, la Luftwaffe ne pouvait plus défendre les lignes ferroviaires. Pour janvier 1945, le réseau était si endommagé que des régions entières se retrouvaient sans approvisionnement. Le haut commandement comprenait que, sans train, aucune stratégie défensive n'était possible. Les camions ne pouvaient combler ce vide car la plupart étaient détruits ou à court de carburant. Les officiers de logistique concluaient en interne que la guerre était perdue, non pas parce qu'ils le souhaitaient, mais parce qu'ils savaient qu'une armée sans réseau ferroviaire ne peut pas soutenir des opérations conventionnelles. La destruction de cette infrastructure équivalait à l'effondrement du système circulatoire de l'armée allemande. La situation aérienne était tout aussi définitive. En 1945, le haut commandement évaluait quotidiennement l'activité aérienne alliée. La Luftwaffe ne pouvait plus opérer comme une force pertinente. Le manque de carburant, de pilotes et d'avions rendait toute tentative de soutien aérien un effort symbolique. Pour les officiers chargés d'élaborer des évaluations stratégiques, la perte du contrôle aérien signifiait l'impossibilité de déplacer des troupes sans être détectées, l'incapacité de protéger les évacuations, l'absence totale d'attaques préventives, la destruction constante des routes logistiques et la facilité de l'ennemi à corriger l'artillerie en temps réel. Ce n'était pas un jugement moral. C'était une observation technique. Sans aviation, aucune armée moderne ne peut résister longtemps. La chute du pouvoir aérien allemand était un signe définitif pour ceux qui analysaient l'état réel de la guerre. Les services de renseignement du haut commandement étudiaient également l'activité militaire alliée et soviétique. Les analystes concluaient que les alliés occidentaux coordonnaient leurs opérations avec une précision croissante, que la production industrielle américaine et britannique continuait d'augmenter, que l'Union soviétique maintenait un rythme offensif ne montrant aucun signe d'épuisement et que les Alliés rejetaient tout geste allemand comme un signe de faiblesse. Cette perspective externe était tout aussi importante que l'interne. Le haut commandement savait que l'ennemi avait la capacité de continuer à progresser jusqu'à détruire complètement le Reich.
Il n'y avait aucune possibilité de négocier en position de force ni de stabiliser le front tant que l'ennemi surpassait l'Allemagne en mobilité, en puissance aérienne et en capacité industrielle. La reconnaissance de la défaite était également une lecture de l'adversaire, pas seulement de la situation propre. À mesure que 1945 avançait, le haut commandement faisait face à un fait qu'il ne pouvait pas cacher. Il n'y avait aucune possibilité de reconstruire les lignes défensives. Chaque tentative de créer un nouveau front était détruite en quelques jours. Les efforts pour réorganiser les divisions ou créer de nouvelles formations étaient insuffisants car il n'y avait pas de temps. Pas de carburant, pas d'hommes entraînés, pas de transport, pas de couverture aérienne. Le haut commandement voyait que chaque nouvelle ligne défensive devenait une position temporaire sans profondeur. Ces positions étaient traversées par les offensives alliées en quelques heures ou jours. L'incapacité de reconstruire des fronts était, pour les officiers, une preuve définitive que la guerre était perdue. Bien que cette analyse n'aborde pas les conflits internes ou les conspirations, il convient néanmoins de souligner comment le haut commandement percevait la situation politique. Il ne s'agissait pas d'une opposition à Hitler, mais de comprendre que la direction politique du Reich était déconnectée de la réalité militaire. Pour 1945, Hitler rejetait tout rapport négatif. Les décisions stratégiques n'avaient aucun rapport avec la situation du front. Les directives politiques étaient incompatibles avec la capacité militaire existante. Les ministères ne fonctionnaient plus. La chaîne de commandement était fragmentée. Pour les officiers professionnels, un État sans cohérence politique ne pouvait pas mener une guerre moderne. La défaite militaire et la désintégration politique se renforçaient mutuellement. Dans leurs analyses internes, cela était une preuve supplémentaire que la continuité du conflit était impossible. La démonstration la plus claire de la reconnaissance interne de la défaite fut l'élaboration délibérée de rapports qui ne furent jamais présentés à Hitler. Les officiers savaient que le Führer réagirait avec fureur à toute analyse, reconnaissant l'effondrement. C'est pourquoi, au cours des derniers mois, les chiffres réels furent omis, les pertes critiques cachées, les discussions stratégiques limitées et les recommandations explicites de retrait total évitées. En même temps, circulaient en interne des documents décrivant une situation catastrophique. Cette double structure d'information montrait que le haut commandement acceptait déjà la défaite comme un fait, bien qu'il ne puisse encore la déclarer officiellement. En 1945, le haut commandement allemand reconnut que la guerre était perdue bien avant que Hitler ne l'admette. Cette reconnaissance n'était ni morale ni politique. Elle était technique, opérationnelle et statistique. Les chiffres, les rapports, l'observation du front, la chute logistique et l'infériorité absolue face aux puissances alliées conduisirent les officiers à la conclusion qu'il n'existait aucune possibilité de victoire. Ce chapitre explique exclusivement comment on est arrivé à cette reconnaissance interne, sans aborder encore des actions clandestines, des contacts secrets ou des décisions cachées. Ces sujets appartiennent au chapitre suivant, mouvements cachés, décisions qui ne pouvaient pas parvenir à Hitler. La dynamique interne du haut commandement allemand en 1945 se caractérisait par une double couche de fonctionnement. Il existait une structure officielle, soumise aux ordres directs de Hitler, et un circuit caché où les commandants et planificateurs prenaient des décisions destinées à éviter la destruction totale. Ces actions ne faisaient pas partie de conspirations politiques ni de négociations externes. Elles étaient des décisions militaires concrètes, conçues pour freiner l'effondrement ou protéger tout reste fonctionnel de l'armée. Leur caractéristique principale était le secret absolu. Si elles parvenaient à la connaissance de Hitler, elles impliquaient une destitution immédiate ou des conséquences encore pires. La distance entre la réalité opérationnelle et les ordres du Führer avait tellement augmenté que la seule façon de continuer à administrer la guerre était d'agir en marge de lui. Le combustible était la ressource la plus critique et la plus rare de la Wehrmacht en 1945. Hitler insistait pour que les réserves soient affectées à des opérations offensives irréalistes ou à des divisions qui n'avaient déjà plus de mobilité. Dans plusieurs secteurs, les commandants de la ligne de front détournaient une partie des livraisons de combustible pour préserver des unités capables d'effectuer des mouvements défensifs minimaux. Ces détournements n'apparaissaient pas dans les rapports envoyés à Berlin.
Dans les documents officiels, le combustible était déclaré consommé ou détruit par des attaques aériennes. En pratique, une partie de la ressource était stockée dans des dépôts cachés ou envoyée directement à des commandants qui en avaient au besoin pour des retraites limitées ou pour repositionner l'artillerie avant qu'elle ne soit capturée. L'objectif n'était pas de préparer des offensives, mais d'empêcher que des divisions entières soient piégées sans mobilité. C'était une utilisation strictement technique et clandestine, conçue pour préserver la capacité de survie de bases d'unités qu'Hitler considérait comme perdues. Les officiers de logistique qui organisaient ces détournements savaient qu'ils violaient des ordres directs, mais ils savaient aussi qu'obéir signifiait condamner leurs troupes à l'immobilité totale. Le système de détournement fonctionnait grâce à des réseaux informels d'approvisionnement, où des camions apparaissaient comme détruits dans les registres mais continuaient d'opérer sous contrôle local. Bien qu'Hitler interdise toute retraite, de nombreux commandants commencèrent à exécuter des replis locaux sans le communiquer. Ce n'étaient ni des mouvements stratégiques, ni des abandons massifs du front. C'étaient des ajustements minimes destinés à éviter que des positions faibles soient encerclées ou détruites. Ces changements se réalisaient durant la nuit, avec des communications cryptées entre unités voisines. Pour masquer ces mouvements, les officiers signalaient des mouvements de réalignement, des corrections de secteurs, des ajustements pour conditions de terrain ou des contretemps dus à des tirs ennemis. L'objectif était de présenter la retraite comme un effet naturel du combat, et non comme une décision consciente. Les retraites ne cherchaient pas à gagner du terrain, mais à éviter des pertes immédiates. Certaines unités reculaient à peine de quelques centaines de mètres, mais cette marge rendait possible la réorganisation de lignes fragmentées ou l'évacuation de blessés avant qu'ils ne soient isolés. Le haut commandement qui examinait les cartes savait que ces mouvements ne correspondaient pas aux dispositions d'Hitler, mais il les tolérait, car il comprenait que l'effondrement aurait été encore plus rapide sans eux. Les commandants qui exécutaient ces retraites coordonnaient leurs mouvements avec les unités adjacentes pour éviter de créer des brèches exploitables par l'ennemi. La synchronisation était critique. Un repli mal coordonné pouvait exposer les flancs des unités voisines et provoquer un effondrement plus important. En 1945, la Wehrmacht souffrait d'une pénurie critique de personnel qualifié. Les commandants ont commencé à transférer sous-officiers, opérateurs radio, artilleurs et spécialistes vers des unités qui pouvaient réellement les utiliser, sans communiquer ces transferts à Berlin. Officiellement, ces hommes appartenaient toujours à leur formation d'origine. En réalité, ils étaient redistribués en interne pour soutenir les secteurs prioritaires. Ces réaffectations se faisaient sans documents officiels. Les commandants notaient les changements dans des carnets privés ou des registres chiffrés qui n'étaient pas envoyés au haut commandement central. L'objectif était de maintenir une opérativité minimale dans les secteurs clés sans demander d'autorisation, car cela signifiait une négation certaine ou une représaille. Ce mouvement silencieux de personnel a été un outil vital dans les derniers mois, lorsque des unités entières dépendaient d'une poignée de spécialistes pour fonctionner. Les officiers qui organisaient ces transferts opéraient avec une extrême prudence. Ils savaient que toute indication de redistribution non autorisée pouvait être interprétée comme un sabotage. Les spécialistes transférés conservaient leur identification d'origine et ne répondaient qu'aux commandants locaux par ordre verbaux. De nombreux commandants ont décidé de ne pas signaler les pertes réelles. Hitler punissait sévèrement ceux qui rapportaient à des reculs ou la destruction d'unités, donc les chiffres officiels des effectifs étaient souvent gonflés. La dissimulation n'était pas une tentative de tromper l'ennemi, mais une manière d'empêcher Hitler de donner des ordres de contre-attaque impossibles ou d'exiger des sacrifices supplémentaires. Les divisions déclaraient avoir plus d'hommes qu'elles n'en avaient réellement pour éviter d'être envoyées à des positions indéfendables. D'autres commandants cachaient la perte d'artillerie pour ne pas recevoir d'ordre de tenir un secteur sans moyens. Le haut commandement connaissait ces pratiques, mais les permettait parce que recevoir le chiffre réel n'aurait fait qu'entraîner des décisions irrationnelles depuis Berlin. Cette dissimulation des pertes faisait partie du système clandestin pour gérer l'effondrement à un rythme qui permettait de préserver le peu qui restait opérationnel. Les rapports officiels montraient des divisions avec 5000 hommes alors qu'elles en comptaient en réalité moins d'1 millier. Ils montraient des batteries d'artillerie complètes alors qu'il ne restait que 2 canons fonctionnels. Cette inflation systématique des chiffres créait une réalité parallèle où l'armée allemande semblait plus forte qu'elle ne l'était.
Hitler espérait que les lignes défensives se maintiendraient exactement selon la carte qu'il dictait. Cependant, les commandants du front commencèrent à modifier les secteurs pour les rendre défendables. Cela incluait raccourcir les lignes en retirant des saillies vulnérables, fusionner des secteurs usés, élargir des zones sous un commandement unique pour simplifier la coordination, abandonner des zones dépeuplées pour concentrer la défense dans des zones urbaines et incorporer des restes d'unités détruites dans des formations plus fortes. Ces changements ne se reflétaient pas dans les cartes envoyées à Hitler. Parfois, le Führer croyait encore que l'on défendait des positions abandonnées plusieurs jours auparavant. Les commandants sur le terrain envoyaient des rapports tardifs ou ambigus pour retarder le moment où Hitler découvrirait la relocalisation réelle du front. La réorganisation secrète n'était pas un acte politique, c'était une nécessité technique pour éviter la désintégration immédiate de l'armée. Les cartes qui circulaient à Berlin montraient un front continu avec des lignes défensives clairement marquées. Les cartes utilisées par les commandants sur le terrain montraient une réalité fragmentée, avec des secteurs isolés et des positions qui n'existaient que nominalement. Hitler exigeait de déplacer toutes les réserves disponibles vers des secteurs qu'il considérait comme prioritaires, même si ces opérations étaient dénuées de sens. Afin d'empêcher la perte de ces réserves, certains commandants les déclaraient engagées, inopérantes ou retenues par des difficultés logistiques. En réalité, ils les conservaient pour protéger des villes importantes ou éviter que l'ennemi n'exploite une rupture plus importante. Dans plusieurs cas, de petites réserves locales ont été maintenues en dehors des listes officielles pour éviter leur transfert. Les commandants savaient que si Hitler identifiait l'existence d'un bataillon minimalement fonctionnel, il l'enverrait dans une offensive suicidaire. C'est pourquoi une partie de l'armée a commencé à cacher des ressources humaines et matérielles dont elle avait besoin pour défendre son propre secteur. Ce n'était pas une action de rébellion ouverte, mais une tentative d'éviter le démantèlement des dernières forces qui pouvaient soutenir la défense. Bien que l'objectif de ce chapitre ne soit ni moral ni politique, il convient de noter que certains commandants prenaient des décisions discrètes pour éviter que des populations civiles ne se retrouvent prises au piège dans des zones où Hitler exigeait une résistance totale. Cela incluait de permettre des évacuations nocturnes avant de déclarer une ville forteresse, de ne pas bloquer les itinéraires de retraite, de retarder l'application des ordres de résistance urbaine et de détourner le transport militaire pour évacuer les habitants en danger. Ces actions n'apparaissaient pas dans les rapports officiels, car Hitler considérait toute évacuation comme un acte de désobéissance. À un niveau interne, l'objectif du haut commandement n'était pas de s'opposer au régime, mais d'éviter que la population ne devienne une charge militaire supplémentaire ou qu'elle se retrouve piégée dans des combats urbains sans issue. Les commandants qui facilitaient les évacuations le faisaient en comprenant qu'une ville pleine de civils était plus difficile à défendre et plus encline à générer des crises humanitaires qui compliqueraient toute tentative de reddition ordonnée. Hitler exigeait que l'on concentre des armes lourdes dans des secteurs symboliques sans valeur militaire réelle. De nombreux commandants ignorèrent ces instructions et redistribuèrent le matériel pour soutenir des secteurs cruciaux. Parmi les actions les plus courantes figurait le déplacement des canons anti-chars avant qu'Hitler n'ordonne de les envoyer dans des zones déjà perdues, le transfert de mortiers, de radios et de pièces d'artillerie légères entre les unités sans les enregistrer, la dissimulation de munitions d'artillerie pour éviter qu'elles ne soient expédiées à des fronts où elles seraient inutiles, et le démontage de véhicules pour créer un nombre minimal de camions fonctionnels sans signaler l'opération. Ces mouvements n'étaient jamais communiqués à Berlin. Les officiers du front opéraient avec la certitude que s'ils informaient de leurs décisions, Hitler ordonnerait un usage contraire à toute logique. Leur objectif était de conserver des moyens pour des secteurs avec des possibilités réelles de retarder l'avancée ennemie. La redistribution clandestine d'armement permit à certains secteurs de maintenir une capacité défensive, tandis que d'autres, considérés comme prioritaires par Hitler, se retrouvaient dépourvus de moyens. L'un des mouvements clandestins les plus importants du haut commandement était la manipulation des rapports. L'objectif n'était pas de tromper Hitler pour améliorer le moral, mais d'éviter des décisions qui accéléreraient l'effondrement. Cette manipulation incluait le retardement de rapports critiques pour éviter des ordres impulsifs, l'envoi d'informations partielles afin de gagner du temps pour exécuter des mouvements défensifs, l'omission de données sensibles sur des ruptures imminentes
pour empêcher des contre-attaques impossibles, l'exagération des avancées ennemies pour obtenir l'approbation implicite de replier des unités et l'envoi de cartes désuètes à dessein pour éviter des transferts de troupes. Le système était si détérioré que de nombreux officiers de niveau intermédiaire n'envoyaient plus d'informations immédiates. Ils savaient qu'Hitler réagissait avec des décisions extrêmes, basées sur la panique ou le déni. C'est pourquoi l'information devenait un outil tactique pour contrôler le rythme des ordres provenant de Berlin. Les retards intentionnels dans la transmission des rapports pouvaient durer plusieurs jours. Un commandant qui savait que son secteur était sur le point de s'effondrer pouvait retarder le rapport jusqu'à ce qu'il ait effectué un retrait, le présentant alors comme inévitable. Sans entrer dans des motivations personnelles, il convient de souligner que de nombreux officiers ont commencé à désobéir sélectivement à des ordres qui ne pouvaient pas être exécutés d'un point de vue technique. La désobéissance n'était ni publique ni déclarée. On omettait simplement leur exécution. Parmi les ordres les plus ignorés figuraient des contre-attaques sans carburant, des marches forcées impossibles en raison de routes endommagées, la défense de secteurs sans hommes, des attaques sans artillerie ni munitions, et le maintien de positions déjà capturées par l'ennemi. Les commandants justifiaient formellement le non-respect en invoquant un manque de communication, des coupures de route, l'impossibilité de rassembler des forces ou un feu ennemi intense. Ces excuses avaient été courantes pendant toute la guerre, mais en 1945, elles sont devenues un mécanisme systématique pour éviter des ordres suicidaires. Hitler utilisait des cartes qui reflétaient une réalité idéalisée ou retardée. En réponse, de nombreux commandants commencèrent à utiliser des cartes opérationnelles qui n'étaient jamais envoyées au quartier général du Führer. Ces cartes montraient l'emplacement réel des unités, les routes de retraite non autorisées, la position exacte de l'ennemi, les secteurs déjà perdus, mais encore signalés comme défendus, et l'emplacement des dépôts secrets de carburant. Le haut commandement gardait ces cartes cachées parce qu'il savait qu'Hitler modifierait ses décisions s'il voyait la situation réelle. Sur celle-ci, le front allemand était plus court, plus fragmenté et plus vulnérable que ne le croyait le Führer. L'existence de ces documents parallèles démontre que les commandants opéraient déjà avec deux réalités, l'officiel et l'effectu. Étant donné que Hitler intervenait constamment dans la coordination opérationnelle, de nombreux commandants ont décidé de créer des réseaux de communication autonomes entre les unités adjacentes. Ces réseaux ne passaient pas par Berlin. Leur objectif était de maintenir une cohésion minimale dans les secteurs où le commandement central mettait des heures ou des jours à envoyer des ordres. À travers ces réseaux, les commandants convenaient de mouvements simultanés de redistribution, d'ajustements convenus du front sans les annoncer officiellement, d'utilisation partagée des réserves locales, d'échanges immédiats de carburant et d'avertissements sur des ruptures imminentes. Le système officiel était si saturé que la seule façon de maintenir la continuité du front était d'agir en dehors du canal hiérarchique traditionnel. Les mouvements cachés du haut commandement allemand en 1945 n'étaient pas des actes de conspiration politique ni des gestes idéologiques. C'étaient des décisions techniques visant à soutenir, retarder ou atténuer l'effondrement militaire. Elles ont toutes été réalisées sans informer Hitler, car informer impliquait perdre des ressources, perdre des hommes ou exécuter des ordres qui accéléraient la destruction. Les actions décrites montrent une structure militaire qui, malgré sa rigidité autoritaire, tentait d'opérer avec un professionnalisme minimal au sein d'un cadre où les ordres supérieurs ne répondaient plus à la réalité. Réseaux internes, pactes, contacts et conversations interdites. Les communications clandestines entre membres du haut commandement allemand, diplomates neutres et représentants alliés pendant 1945 ont été un phénomène spécifique et complètement séparé des mouvements militaires clandestins. Ces réseaux ne cherchaient pas à renverser Hitler, ni ne constituaient un front politique organisé. C'étaient des canaux discrets créés pour explorer des sorties, obtenir des informations, sonder des conditions et préparer des scénarios alternatifs face à un effondrement que les officiers considéraient déjà comme inévitable. L'objectif de ces conversations était de connaître des possibilités, non d'imposer des décisions. Ce chapitre se concentre exclusivement sur les réseaux internes et externes qui ont fonctionné en marge du commandement officiel, sans traiter des fractures de loyauté ni des mesures administratives pour la défaite.
Au fur et à mesure que 1945 avançait, l'écart entre le discours officiel et la réalité militaire devenait insoutenable. Hitler affirmait que l'Allemagne pouvait résister et inverser la situation, mais les structures militaires et diplomatiques étaient conscientes que le Reich n'avait plus aucune capacité de négociation formelle ni marge stratégique. Dans ce vide sont apparus les réseaux clandestins. Les contacts interdits sont apparus pour 3 raisons principales. Premièrement, la nécessité d'obtenir de véritables informations de l'ennemi, car les rapports officiels filtraient les données et les sources directes étaient rares. Deuxièmement, la recherche de scénarios possibles pour des capitulations locales, notamment dans les régions où l'avancée soviétique suscitait la crainte de représailles. Troisièmement, l'espoir que certains commandants alliés pourraient accepter des termes différents s'ils étaient contactés à un niveau régional ou non officiel. Ces motivations ne se basaient pas sur l'optimisme, mais sur la survie. Les officiers savaient que Hitler n'autoriserait jamais ces conversations, c'est pourquoi elles se faisaient dans un secret absolu. Les pays neutres ont joué un rôle central en tant que canaux indirects. Ils ne négociaient pas au nom du Reich, mais servaient de pont d'information. Certains fonctionnaires allemands, en particulier du ministère des Affaires étrangères et des commandements territoriaux, ont eu recours à des diplomates qui étaient en contact à la fois avec les Alliés et avec des représentants allemands. La Suède était un point de contact fréquent, car elle gardait des communications avec des diplomates britanniques et américains. Par ce canal, des officiers allemands cherchaient à obtenir des informations sur le type de reddition que les Alliés occidentaux pourraient accepter s'il existait une différence entre les conditions britanniques et américaines et la possibilité de reddition locale avant l'arrivée soviétique. Les conversations étaient discrètes, centrées sur des questions, jamais sur des offres formelles. La Suisse servait de nœud d'information. Elle n'agissait pas comme intermédiaire politique, mais elle transmettait des perceptions générales de l'avancée alliée. Des fonctionnaires allemands envoyaient des émissaires non officiels pour obtenir des données concrètes sur les mouvements alliés, des perceptions sur un effondrement allemand immédiat et des interprétations de communication publique et privée. Il n'y avait jamais de négociations formelles, mais il y avait un flux continu d'informations. Le Vatican opérait comme un canal humanitaire. Certains commandants allemands contactaient discrètement des représentants du Saint-Siège pour s'enquérir de garanties pour les civils ou des possibilités de livrer des villes sans combat. Ces communications étaient comprises comme des gestes humanitaires et non comme des rapprochements politiques. Les 3 canaux fonctionnaient en parallèle, fournissant au haut commandement des fragments d'informations qui ne pouvaient être obtenus par des sources officielles. La structure du Reich était si fragmentée que de nombreuses communications clandestines étaient réalisées par l'intermédiaire de civils occupant des postes stratégiques. Des directeurs industriels ayant des liens antérieurs à l'étranger, des fonctionnaires régionaux qui maintenaient des contacts avec des ambassades neutres et des spécialistes du transport ou du commerce ayant des routes vers des pays neutres participaient à ce processus. Ces acteurs ne participaient pas par idéologie, mais par nécessité. Leur fonction était de transmettre des messages, d'apporter des consultations indirectes ou de faciliter des rencontres discrètes entre des officiers allemands et des représentants étrangers. Le haut commandement utilisait ces canaux de manière pragmatique, non politique. Pour eux, l'information transmise par ces civils était parfois le seul lien avec les perceptions extérieures, surtout dans un régime où la censure interne contrôlait même les rapports militaires. Les intermédiaires civils opéraient avec une extrême prudence. Ils savaient que tout signe de contact non autorisé pouvait être interprété comme de la trahison et entraîner une exécution immédiate. Tous les réseaux clandestins n'étaient pas internationaux. Il existait également des contacts internes entre les commandants qui, par protocole, devaient communiquer via le système hiérarchique formel. En 1945, ce système était si saturé et conditionné par Hitler que de nombreux commandants ont commencé à communiquer entre eux par des canaux parallèles. Des messagers de confiance, des radios avec des fréquences non enregistrées, des transmissions codées improvisées et des rencontres personnelles en dehors des horaires officiels faisaient partie de ce système. Ces communications internes cherchaient à évaluer la situation réelle du front sans filtre, à déterminer quelles zones s'effondraient, à échanger des perceptions sur l'avancée alliée et à partager des rumeurs ou des signaux provenant de l'extérieur. Cet échange clandestin a permis à différents secteurs du front
d'avoir une vision plus réaliste de l'état général du Reich, quelque chose d'impossible à obtenir par les canaux officiels. Les commandants qui participaient à ces réseaux opéraient sous le risque constant d'être découverts par les SS ou par des officiers loyaux à Hitler. Au niveau du haut commandement, les réseaux clandestins fonctionnaient comme des microstructures où des officiers de différents départements partagèrent des informations sans les enregistrer. Ce n'était pas un acte de rébellion, mais une tentative d'obtenir de la cohérence dans une structure où de nombreux ordres officiels ne correspondaient pas à la réalité. Dans ces réseaux internes participaient des officiers de l'état-major avec accès à de vrais rapports de pertes, des analystes du front oriental qui connaissaient la situation soviétique, des officiers du renseignement qui interceptaient des communications alliées et des planificateurs logistiques qui savaient que le carburant ne suffirait même pas pour une semaine d'opération. Ces officiers partageaient des informations en privé pour comprendre quel secteur était irrécupérable, quel commandement pourrait s'effondrer en premier et quelle était la position de chaque puissance alliée concernant l'avenir du Reich. L'information circulait par des conversations en face à face dans des bureaux fermés, des notes chiffrées détruites immédiatement après avoir été lues et des réunions brèves dans des lieux non surveillés. Au cours des derniers mois de la guerre, certains commandants allemands ont établi des contacts tactiques indirects avec des commandants alliés locaux. Il ne s'agissait pas d'accords politiques ni de négociations diplomatiques. C'étaient des communications pragmatiques destinées à éviter des combats inutiles, permettre des évacuations médicales, livrer des positions isolées sans destruction, coordonner des remises de prisonniers et prévenir des représailles contre des civils. Les alliés occidentaux formalisaient rarement ces interactions. Ils acceptaient simplement des redditions locales ou des conditions minimales pour éviter des pertes propres. Sur le front oriental, ces communications étaient extrêmement dangereuses, car tout contact avec les soviétiques sans autorisation était considéré comme une trahison. Malgré cela, il existe des comptes rendus de signaux, de drapeaux blancs, de messagers envoyés et de conversations brèves destinées uniquement à coordonner des remises partielles de secteurs sans attirer l'attention de Berlin. L'un des principaux motifs de ces communications interdites était de comprendre s'il existait une différence substantielle entre se rendre aux soviétiques ou aux alliés occidentaux. Les officiers allemands savaient que le traitement ne serait pas le même et recherchaient des informations concrètes sur les possibles conditions de reddition à l'Ouest, ainsi que des garanties minimales pour les prisonniers, le traitement des officiers de haut rang et la sécurité des civils dans les zones effondrées. Les réseaux passant par la Suède et la Suisse transmettaient des indices que les alliés occidentaux acceptaient des redditions locales si elles étaient faites avec ordre et sans destruction d'infrastructures. Ces signaux, bien que non officiellement confirmés, étaient suffisants pour que certains commandants commencent à envisager la possibilité de livrer des villes séparément du cadre exigé par Hitler. La différence entre une reddition aux soviétiques et une reddition aux occidentaux pouvait signifier la différence entre survie et destruction totale pour de nombreuses unités. En 1945, de nombreux officiers allemands utilisaient des rumeurs comme méthode indirecte pour transmettre des informations qui ne pouvaient être dites ouvertement. Ces rumeurs circulaient dans les couloirs du haut commandement, passant par les opérateurs radio, le personnel administratif et les officiers de liaison. Parmi les thèmes les plus récurrents figuraient les avancées alliées plus rapides que ce que rapportait la propagande, les conditions supposément offertes par les Britanniques, des rapports sur les représailles soviétiques et des indices que certains généraux avaient déjà contactés des intermédiaires neutres. L'intention de ces rumeurs était de maintenir un flux d'informations non officielles qui forçait les commandements rigides à reconsidérer des décisions sans avoir besoin de confronter directement la narrative officielle. Les rumeurs fonctionnaient comme un système de communication parallèle opérant complètement en dehors du contrôle officiel et permettant à des informations critiques de circuler sans laisser de traces documentaires. En plus des contacts politiques ou militaires, il y avait des communications clandestines avec des organisations humanitaires opérant dans les zones de conflit. La Croix-Rouge internationale, par exemple, détenait des informations sur les prisonniers, les civils déplacés et les zones critiques. Certains commandants allemands contactaient discrètement des représentants de ces organisations pour obtenir des informations sur les routes sûres, coordonner des évacuations clandestines, confirmer des nouvelles sur les mouvements ennemis et envoyer des avertissements à la population civile.
Ces communications n'avaient pas de fin diplomatique, mais elles influaient sur la manière dont certains commandants prenaient des décisions militaires immédiates. La Croix-Rouge servait de canal neutre qui pouvait transmettre des informations sans éveiller immédiatement les soupçons de trahison ou de conspiration. Les services de renseignement allemands fonctionnaient encore partiellement en 1945, bien qu'avec beaucoup moins d'efficacité que les années précédentes. Certains officiers de renseignement maintenaient des contacts non officiels avec des agents, des diplomates neutres ou des interlocuteurs civils pour obtenir des données sur les positions alliées, les messages transmis au gouvernement neutre, les perceptions des Alliés sur la chute imminente du Reich et les issues politiques potentielles après la défaite allemande. Les informations recueillies n'étaient pas envoyées directement à Hitler, mais circulaient entre des commandements sélectionnés qui avaient besoin d'une vision plus réaliste pour prendre des décisions immédiates. Ces officiers de renseignement opéraient dans un espace extrêmement dangereux. Tout indice qu'ils transmettaient des informations en dehors des circuits officiels pouvait entraîner arrestation et exécution sommaire. Bien que la reddition générale fût impensable sans l'autorisation du Führer, certains commandants cherchaient à évaluer la possibilité de capitulation limitée. Celles-ci n'étaient pas des négociations officielles, mais des consultations informelles avec des alliés locaux ou des intermédiaires neutres. L'objectif était de déterminer si une ville pouvait se rendre sans destruction, si une garnison encerclée pouvait se retirer sous surveillance, s'il était possible de livrer un secteur sans représailles et si les Alliés accepteraient une reddition ordonnée. Ces conversations se réduisaient normalement à des échanges minimaux, avec un langage extrêmement prudent. Les Alliés répondaient par des signes ambigus ou acceptaient les faits accomplis, comme la présence de négociateurs sous drapeau blanc. Ces redditions partielles se présentaient comme le résultat de circonstances locales inévitables, jamais comme des décisions préméditées pouvant être retracées jusqu'au haut commandement. Le plus grand risque de ces réseaux clandestins était la surveillance des SS et des organismes internes de sécurité. Tout indice de contact avec des puissances étrangères ou de communication non autorisée pouvait entraîner une arrestation immédiate, un jugement sommaire ou une exécution. Pour éviter cela, les communications se faisaient lors de réunions en face à face, les documents écrits étaient évités, des messagers sans lien militaire étaient utilisés, des codes improvisés étaient employés et des intermédiaires civils sans antécédents politiques étaient sollicités. Même sous cette surveillance, les réseaux clandestins ont grandi parce que le besoin surpassait la peur. Les officiers participant à ces réseaux savaient qu'ils risquaient leur vie, mais ils savaient aussi que sans ces canaux d'information et de communication, l'effondrement serait encore plus chaotique et destructeur. Les réseaux clandestins qui ont émergé autour du haut commandement en 1945 ne constituaient ni un plan unifié, ni une conspiration organisée. Ils étaient des mécanismes de survie dans un système où l'information officielle était insuffisante, les ordres irréalisables et l'effondrement progressait à un rythme qui dépassait la capacité du commandement central. Ces réseaux se concentraient sur l'obtention de données, l'exploration de possibilités de reddition locale, la coordination de livraisons partielles et le maintien de la communication avec des acteurs externes sans s'exposer à la réaction du régime. Ils représentaient la seule fenêtre de réalité disponible pour les officiers opérant à l'intérieur d'un État qui ne pouvait plus accepter la vérité. Rupture décisive, le commandement divise sa loyauté. Le haut commandement allemand fonctionnait comme une structure divisée en deux au cours des premiers mois de l'année. Une partie suivait les ordres de Hitler avec une discipline absolue et l'autre, de plus en plus large, prenait des décisions fonctionnelles qui ignoraient la ligne officielle. Cette division ne résultait pas d'un débat idéologique, mais d'une nécessité opérationnelle. Le Reich s'effondrait et le commandement militaire faisait face à une réalité incontestable. Les ordres provenant du Führer étaient incompatibles avec la survie minimale des unités. Cette fracture institutionnelle, non déclarée, configurait un double commandement au sein de l'armée, un visible et un pratique. Ce chapitre se concentre exclusivement sur cette rupture interne, sans traiter les négociations, les actions clandestines avec les Alliés, ni les préparatifs administratifs de l'effondrement final. La structure du haut commandement reflétait deux façons de comprendre la guerre. L'une essayait d'exécuter les ordres de Hitler sans les altérer. L'autre évaluait la situation réelle
et ajuster l'application des directives à la capacité de l'armée. Il ne s'agissait pas d'un conflit moral, mais d'un choc entre une vision politique absolue et une perspective professionnelle basée sur les faits. Hitler exigeait une résistance totale, même lorsque le front était rompu ou que les divisions manquaient de carburant et de munitions. Pour certains officiers, obéir signifiait accepter la destruction immédiate de leurs troupes. Pour d'autres, c'était une obligation inconditionnelle. Cette dynamique créait un environnement où chaque décision se divisait en deux niveaux, l'officiel, communiqué à Berlin, et l'opératif, exécuté sur le terrain selon des critères propres. Le manque de cohérence entre les deux niveaux était l'un des signes visibles de la rupture interne. Un secteur du haut commandement a persisté à suivre les ordres du Führer de manière littérale. Ces officiers supposaient que toute déviation de la résistance absolue était un acte intolérable qui accélérait l'effondrement. Leur position était basée sur des principes stricts, l'obéissance sans condition, la préservation symbolique même si la position était insoutenable, et la conviction que Hitler avait une vision stratégique que les subordonnés ne pouvaient pas remettre en question. Ce groupe comprenait des commandants qui répétaient des ordres de maintenir chaque mètre et qui refusaient les retraits même lorsque la menace d'encerclement était évidente. C'étaient des figures disciplinées qui insistaient pour exécuter des contre-attaques sans moyens, soutenir des secteurs irréalistes et transférer des ressources vers des opérations qui n'avaient plus de valeur militaire. De leur point de vue, renoncer à ces actions équivalait à se rendre. Ils étaient minoritaires, mais une minorité avec une influence suffisante pour maintenir la rigidité du système jusqu'à la fin. En revanche, une autre partie du haut commandement a adopté une posture pragmatique. Ils savaient que les ordres émanant de Berlin ignoraient des conditions de base pour continuer à se battre. Pour eux, la priorité était d'éviter la disparition totale de leurs forces. Ils ne cherchaient pas à défier Hitler ouvertement, mais n'étaient pas non plus prêts à sacrifier des unités entières sans raison. La question qui guidait leurs décisions était simple. Qu'est-ce qui permet aujourd'hui de maintenir la cohésion minimale de l'armée ? Ce groupe se concentrait sur des replis qui n'étaient pas officiellement communiqués, la redistribution tactique des ressources, une évaluation réaliste de leurs propres capacités et un refus silencieux d'opérations offensives irréalisables. Ils n'agissaient pas par opposition idéologique, mais par calcul professionnel. Ils reconnaissaient que la guerre était perdue d'un point de vue structurel, mais tentaient d'éviter un effondrement immédiat. La rupture entre les deux groupes a généré des conflits directs au sein de la chaîne de commandement. Dans de nombreux secteurs, les commandants subordonnés recevaient des ordres provenant de deux sources distinctes, une officielle depuis Berlin et une autre avec des instructions de caractère pratique d'un commandement supérieur immédiat qui privilégiait la survie des troupes. Le résultat était des affrontements internes sur les ordres à exécuter. Les tensions étaient particulièrement visibles lorsqu'un officier pragmatique donnait des instructions pour se replier de quelques kilomètres afin d'éviter un encerclement, tandis qu'un officier fervent du commandement central exigeait de rester ferme. Ces contradictions généraient tôt des discussions internes pouvant se prolonger pendant des heures, avec des conséquences directes sur le champ de bataille. Le manque de cohérence empêchait les unités de prendre des décisions rapides et affaiblissait la structure défensive. Le conflit entre pragmatiques et obéissants se reflétait directement entre les deux grandes instances du commandement allemand, l'OKH, principalement responsable du front oriental, et l'OKW, responsable de l'ensemble du front. Les différences entre les deux structures devinrent irréconciliables. L'OKH, confronté à l'avancée soviétique, opérait sous une pression constante. Leurs officiers voyaient les lignes se rompre quotidiennement et savaient qu'il était impossible de maintenir de vastes secteurs sans mobilité. Beaucoup adoptèrent une posture pragmatique parce que la réalité du champ de bataille n'admettait pas d'interprétation alternative. L'OKW, de son côté, opérait plus près de Hitler, ce qui l'obligeait à obéir aveuglément à ses directives. Le manque de coordination entre les deux instances provoquait des ordres croisés qui laissaient les unités dans l'incertitude. Tandis que l'OKW envoyait des instructions de résistance totale, l'OKH tentait d'exécuter des actions qui éviteraient la disparition du front oriental. Cette contradiction reflétait la fracture interne au niveau structurel. Les commandants de division et de corps d'armée étaient ceux qui souffraient le plus directement du conflit.
Ils étaient pris entre les exigences absolues de Berlin et la nécessité tactique de maintenir leurs unités en vie. Cette dualité créait des situations où les officiers devaient décider s'ils risquaient leur carrière et parfois leur vie pour sauver leurs hommes, ou s'ils suivaient des ordres qui mèneraient à leur destruction. Dans de nombreux cas, les commandants optaient pour un accomplissement partiel de l'ordre, puis justifiaient le résultat. Par exemple, ils effectuaient une défense symbolique pendant quelques heures avant de se replier sans informer immédiatement, présentant la retraite comme une conséquence inévitable. D'autres suivaient l'ordre à la lettre et disparaissaient avec leur division. Les deux chemins représentaient des options extrêmes au sein d'un système fracturé. La fracture au sein du haut commandement s'est aggravée avec la présence d'ordres d'exécution pour ceux qui se retiraient sans autorisation. Hitler a exigé que des sanctions sévères soient appliquées, ce qui a créé un climat de terreur parmi les officiers. Les exécutions sommaires imposées par les cours martiales spéciales sont devenues un mécanisme pour discipliner ceux qui montraient des signes de pragmatisme. Cette pression a augmenté la division. Les officiers loyaux à Hitler utilisaient ces menaces pour imposer leur vision et forcer la résistance absolue. Les pragmatiques cherchaient à éviter des situations qui pourraient les transformer en cibles d'accusation. Le résultat a été un climat de suspicion et de tension, où chaque décision pouvait être interprétée comme de la désobéissance ou comme un excès de zèle. L'utilisation de la coercition interne n'a pas freiné l'effondrement, mais elle a approfondi la rupture institutionnelle. À mesure que les communications avec Berlin se détérioraient, de nombreux commandements régionaux ont commencé à opérer avec une autonomie croissante. Ils ne déclaraient pas cette indépendance, mais agissaient comme si leur autorité était finale dans leur zone d'opération. Cela a engendré des différences significatives dans la manière de faire face aux offensives alliées. Dans certaines régions, les commandants suivaient strictement la ligne officielle et sacrifiaient des troupes dans des positions indéfendables. Dans d'autres, les commandements locaux prenaient des décisions pragmatiques sans attendre d'instructions. Cette diversité de critères a provoqué la perte de cohérence du front allemand, et chaque secteur opérait selon la conception personnelle de son commandant. La fragmentation a permis une certaine flexibilité tactique dans des zones spécifiques, mais elle a aussi accéléré l'effondrement général en rompant toute possibilité de planification unifiée. Les ordres personnels de Hitler pendant les premiers mois de l'année ont été l'un des facteurs qui ont amplifié la fracture dans le haut commandement. Il exigeait de tenir des villes sans valeur militaire, de lancer des contre-attaques sans moyens et de bloquer des retraites qui auraient pu permettre de réorganiser les positions. Ces directives, de plus en plus déconnectées de la réalité, ont été le déclencheur qui a définitivement séparé les fidèles des pragmatiques. Les officiers qui voulaient maintenir une structure minimale ont commencé à voir ces ordres comme préjudiciables, non seulement pour leurs troupes, mais aussi pour la possibilité de maintenir un front fonctionnel. Pour les fidèles, en revanche, les ordres étaient des preuves de loyauté et d'engagement absolu. Cette différence de perception a généré des affrontements au sein même des groupes de commandement, tant dans les quartiers généraux que dans les positions avancées. L'épuisement du système logistique, en particulier le carburant et les communications, fut un autre élément qui a approfondi la rupture. Les officiers pragmatiques utilisaient le manque de ressources comme argument pour justifier des ajustements tactiques non autorisés. Les fidèles interprétaient ces difficultés comme des excuses ou des signes de faiblesse. L'absence de fourniture est ainsi devenue un terrain de dispute. Pour ceux qui suivaient les ordres d'Hitler, le manque de ressources n'altérait pas l'obligation de résister. Pour les pragmatiques, c'était une preuve évidente que la résistance totale était insoutenable. Cette différence a créé des conflits constants dans l'interprétation de la situation logistique, aggravant la cohésion du commandement. À mesure que la situation se détériorait, il devenait presque impossible de coordonner des décisions à grande échelle. Les fidèles à Hitler insistaient pour maintenir des plans offensifs irréalistes ou défendre des secteurs sans importance. Les pragmatiques tentaient de concentrer les forces dans des zones vitales, mais ils ne pouvaient imposer cette logique sans désobéir ouvertement. Cette absence de coordination a créé un mosaïque de décisions incohérentes. Certaines unités abandonnaient des positions critiques parce que leurs commandants considéraient qu'elles étaient indéfendables, tandis que d'autres défendaient des secteurs effondrés par des ordres supérieurs. L'absence d'une ligne unifiée a accéléré la désintégration du front. Pour de nombreux officiers, la fracture interne représentait un dilemme existentiel.
Obéir signifiait perdre leurs unités et, dans certains cas, leur vie. Ne pas obéir impliquait de s'exposer à des accusations de trahison. La survie professionnelle est devenue une priorité, mais cette motivation entrait en conflit avec la structure disciplinaire de l'armée. Les pragmatiques agissaient avec une extrême prudence, essayant de trouver un équilibre entre l'obéissance formelle et des décisions opérationnelles indépendantes. Les fidèles dénonçaient tout signe de déviation, créant un climat où la loyauté était constamment évaluée. La tension entre survie et obéissance est devenue l'un des éléments les plus visibles de la fracture. La division au sein du haut commandement a eu des répercussions directes et immédiates sur le champ de bataille. La coexistence de deux logiques opérationnelles a engendré un manque de cohérence défensive, une perte de synchronisation entre les unités, l'effondrement accéléré de secteurs sensibles, l'échec à organiser des retraites ordonnées et l'érosion complète de la chaîne de commandement. Les décisions pragmatiques évitaient des pertes complètes dans certains secteurs, mais le manque de cohérence globale rendait ces avantages temporaires. Dans d'autres secteurs, la fidélité absolue à Hitler provoquait l'anéantissement total d'unités qui auraient pu être sauvées par des replis limités. Avec l'avancée des Alliés et l'intensification de la crise interne, Hitler se retrouva de plus en plus isolé. Ses ordres ne circulaient plus avec une autorité uniforme au sein de l'armée. Les officiers fidèles au Führer suivaient ses directives avec une discipline extrême. Les pragmatiques les réinterprétaient ou les retardaient, générant un système où la figure centrale du Reich ne contrôlait plus complètement sa propre armée. L'isolement n'était pas visible de l'extérieur, mais se manifestait dans la différence entre ce que Hitler croyait qui se passait et ce qui arrivait réellement sur le champ de bataille. Cette déconnexion fut l'un des signes de l'effondrement final du système militaire du Reich. La fracture au sein du haut commandement allemand, durant les derniers mois de la guerre, ne fut ni un conflit idéologique ni une dispute politique. Elle résulta d'un choc irréconciliable entre une vision rigide, centrée sur l'obéissance absolue, et une vision pragmatique basée sur la survie opérationnelle. Cette division engendra des tensions internes, des décisions contradictoires, un manque de coordination stratégique et des conflits directs au sein de la même structure hiérarchique. La rupture institutionnelle fut l'un des facteurs les plus déterminants dans l'accélération de l'effondrement militaire du Reich. Préparatifs pour l'effondrement. La fermeture silencieuse du Reich. Lorsque le haut commandement allemand a compris que la défaite était inévitable, il a entamé un processus silencieux destiné à gérer la fin. Ce n'était pas une opération unifiée, ni une stratégie formelle, mais une série de mesures pratiques prises par les commandements militaires et administratifs dans le but d'éviter que l'effondrement ne soit chaotique et catastrophique. Ces actions ne visaient pas à négocier ni à saboter. Elles étaient des tentatives fonctionnelles de réduire les pertes humaines, protéger les actifs essentiels, préserver la documentation critique ou empêcher que des régions entières ne se retrouvent prises dans une destruction inutile. Ce chapitre examine exclusivement ces préparatifs techniques et opérationnels, sans aborder les réseaux clandestins, les fractures de loyauté ou les communications diplomatiques. L'accent est strictement pragmatique, ce qui a été fait, comment cela a été fait et dans quel but. L'une des premières mesures adoptées par différents niveaux de commandement fut la destruction méthodique de documentation. Les archives militaires et administratives contenaient des informations pouvant compromettre des unités, des commandants, des institutions ou des réseaux logistiques. L'ordre formel provenait de la crainte que l'ennemi obtienne des éléments stratégiques, mais l'application pratique fut beaucoup plus large. Des bureaux entiers brûlèrent des documents non essentiels, y compris des dossiers de personnel, des rapports opérationnels, des listes de prisonniers, des inventaires de matériel et des communications internes. La destruction était silencieuse, continue et, dans de nombreux cas, improvisée. Ce qui caractérisait ce processus était qu'il était rarement consigné officiellement. Il n'y avait pas de temps pour établir des listes de ce qui était éliminé. L'objectif était d'effacer les traces de décision, de mouvement ou de structure qui pouvaient compromettre des officiers craignant des représailles. La disparition de ces documents était une mesure préventive destinée à la fois à protéger le personnel et à éviter que les Alliés ne reconstruisent le réseau interne de commandement du Reich. Alors que les unités de combat continuaient d'occuper le front, de nombreux bureaux de l'armée et de l'État
commençaient à évacuer du personnel critique. Ce n'était pas un retrait massif ni déclaré, cela se faisait par des ordres locaux, habituellement émis par des chefs de section ou des commandants régionaux. Les évacuations incluaient des opérateurs radio, des spécialistes en logistique, des officiers médicaux, des techniciens des communications, du personnel administratif expérimenté en organisation et des femmes assignées aux unités auxiliaires. Ces personnes étaient transférées discrètement vers l'intérieur du Reich, parfois sans annoncer formellement leur mouvement. Les commandants cherchaient à préserver un capital humain indispensable pour réorganiser les secteurs lorsque le front s'effondrerait. L'idée n'était pas de continuer la guerre indéfiniment, mais d'éviter que l'effondrement n'anéantisse des ressources humaines précieuses. Les évacuations s'effectuaient pendant la nuit, en utilisant des routes secondaires et de faux documents qui présentaient ces mouvements comme des transferts de routine. Au cours des derniers mois de la guerre, de nombreux commandants ont commencé à préparer des espaces où une reddition organisée pourrait avoir lieu. Ce processus ne faisait pas partie de conspirations extérieures ni de négociations clandestines. C'était une tentative interne d'éviter que les troupes ne soient impliquées dans les combats finaux sans possibilité de retraite. Les replis non autorisés étaient exécutés pendant la nuit, déplaçant les unités vers des positions plus défendables qui deviendraient des points de reddition face à l'avancée alliée. Ces mouvements avaient 3 objectifs pratiques: éviter que les unités soient détruites avant de se rendre, permettre que la reddition se réalise avec une structure minimale intacte et éviter que la population civile ne soit piégée dans des combats urbains intenses. Les officiers qui organisaient ces replis le faisaient sans en informer Berlin, car cela impliquait de contredire des ordres directs de tenir des positions symboliques. Certains commandements régionaux commencèrent à préparer la reddition des villes avant de recevoir l'ordre de le faire. Ces préparations incluaient le retrait de l'artillerie pour empêcher que les combats ne s'éternisent, le déplacement des dépôts de munitions pour éviter des explosions dans les zones urbaines, le démontage des positions défensives autour des hôpitaux et des entrepôts, et la suspension de la destruction des ponts clés que Hitler avait ordonné de détruire. L'objectif était de réduire le niveau de destruction lorsque les forces alliées entreraient. La préservation de l'infrastructure ne répondait pas à des motivations politiques, mais à la nécessité de protéger les centres industriels, les réseaux ferroviaires, les hôpitaux et les approvisionnements qui seraient cruciaux pour la population dans l'immédiat après-guerre. Les commandants qui prenaient ces décisions opéraient avec la certitude que si Hitler la prenait, il serait exécuté. C'est pourquoi chaque mesure était exécutée avec un extrême secret et se présentait comme le résultat de circonstances inévitables. Alors que la bataille s'intensifiait, les commandements locaux ont organisé des mouvements de civils qui n'apparaissaient pas dans les rapports officiels. Bien que Hitler exigeât une résistance totale sans envisager d'évacuation massive, de nombreux commandants supposaient que permettre aux civils de rester piégés augmenterait la pression logistique et compliquerait les redditions. Ces mouvements incluaient le déplacement de familles vers des régions rurales moins menacées, la coordination de convois improvisés avec des véhicules militaires endommagés, l'ouverture de routes secondaires pour éviter les routes contrôlées par les SS et l'autorisation d'utiliser l'infrastructure ferroviaire destinée à l'origine à l'armée. Ces évacuations internes visaient à éviter un effondrement humanitaire qui compliquerait la capacité militaire à tenir les positions ou à se rendre de manière ordonnée. Les commandants qui facilitaient ces mouvements le faisaient en comprenant qu'une ville remplie de réfugiés était plus difficile à administrer militairement et plus susceptible de générer des crises qui rendraient difficile toute transition vers le contrôle allié. Avec la détérioration du front, certaines unités de l'armée allemande devenaient incapables d'opérer. Elles manquaient de munitions, de carburant, de structures et de commandement cohérent. Au lieu de signaler leur destruction complète, de nombreux commandants choisissaient de les dissoudre silencieusement. Les soldats étaient réaffectés à d'autres unités ou envoyés à des positions défensives secondaires. La dissolution n'apparaissait pas dans les rapports officiels. Dans les documents, les unités continuaient d'exister. En pratique, elles avaient cessé de fonctionner. Cette décision visait 2 objectifs: éviter que Hitler n'exige des contre-attaques impossibles et permettre aux soldats de survivre en s'intégrant dans des formations plus grandes avec une capacité minimale de combat. Le processus de dissolution se faisait par ordres verbaux qui ne laissaient aucune trace documentaire. Les officiers responsables savaient que si ces dissolutions étaient découvertes, ils feraient face à des accusations de sabotage.
Dans plusieurs secteurs du front occidental, les commandements allemands ont commencé à préparer des redditions locales sans les négocier directement. Ils n'ont pas envoyé d'émissaires ni établi de conditions, mais ont pris des mesures internes pour que la reddition soit immédiate lorsque les Alliés arriveraient. Ces mesures comprenaient le rassemblement d'armes dans des dépôts faciles à livrer, l'ordre de ne pas détruire les archives civiles, le retrait des mines et pièges explosifs sans le signaler, l'instruction des sous-officiers sur les protocoles de reddition de base et la communication aux troupes de ne pas ouvrir le feu si les Alliés avançaient avec une force supérieure. Ces décisions permettaient à certaines villes et secteurs de se rendre sans combat, réduisant le nombre de victimes et évitant des dommages irréparables à une infrastructure clé. Les commandants qui exécutaient ces préparatifs le faisaient en supposant que la guerre était perdue et que prolonger des combats inutiles n'augmenterait que la souffrance. Les hôpitaux militaires étaient des cibles extrêmement vulnérables dans le chaos des combats récents. De nombreux commandants ont pris la décision de les déplacer avant ce qui était ordonné par Berlin. Ces relocalisations se faisaient en silence en utilisant des routes secondaires pour éviter d'être interceptés par des unités fanatiques ou par les bombardements alliés. Le déplacement anticipé avait deux objectifs pratiques: protéger le personnel médical, vital pour répondre à l'effondrement général, et éviter que des blessés graves ne restent piégés dans une ville désignée comme forteresse par Hitler. Les commandants qui exécutaient ces relocalisations savaient que si les SS ou le commandement central les découvraient, ils pouvaient faire face à des accusations de lâcheté ou de désobéissance. C'est pourquoi ces décisions étaient prises avec une extrême discrétion. Les hôpitaux réapparaissaient dans des zones rurales ou dans des bâtiments civils sans identification militaire visible, réduisant la probabilité d'être attaqués. Dans les territoires encore contrôlés par l'Allemagne, certains commandants ont organisé l'évacuation de techniciens, de spécialistes industriels et de machines légères. Ils se déplaçaient de manière discrète vers des zones moins menacées afin d'éviter que ces ressources ne tombent intactes entre les mains ennemies, garantir que l'Allemagne est un noyau industriel après la défaite et empêcher que des usines entières ne soient détruites dans des combats urbains. Les registres de ces transferts incluaient rarement des détails, car ils étaient réalisés sans autorisation directe et contre la volonté de la direction centrale qui insistait pour maintenir la production même lorsque les usines étaient exposées à un effondrement immédiat. L'évacuation de spécialistes techniques était particulièrement importante dans les secteurs où l'infrastructure industrielle pouvait être préservée pour son utilisation après-guerre. Pendant les derniers mois de la guerre, Hitler a ordonné la destruction des infrastructures essentielles pour empêcher les Alliés de les utiliser. Cela comprenait des ponts, des centrales électriques, des usines, des gares ferroviaires et des dépôts de nourriture. Cependant, de nombreux commandants ont ignoré ces ordres ou ont retardé leur exécution. Les raisons étaient fonctionnelles. Détruire des ponts empêchait le retrait des propres troupes, faire sauter des centrales électriques condamnait des villes à la famine, éliminer des dépôts priverait civils et soldats de fournitures essentielles, et détruire des usines augmenterait le chaos après l'effondrement. De nombreuses explosions n'ont été réalisées que partiellement ou ont été suspendues au dernier moment. L'objectif n'était pas de sauver le Reich, mais d'éviter des souffrances supplémentaires et de faciliter une transition plus ordonnée après la défaite. Les officiers qui suspendaient ces ordres le faisaient en toute connaissance de cause, conscients qu'ils risquaient leur vie, mais estimaient que la destruction totale des infrastructures civiles serait un crime inutile. Au fur et à mesure que les fronts s'effondraient, certains commandements ont organisé des zones défensives minimales conçues pour recevoir des unités désorganisées. Ces zones n'étaient pas des fronts permanents, mais des points de transit destinés à permettre aux troupes de se regrouper avant de se retirer ou de se rendre formellement. Pour préparer ces zones, des routes secondaires étaient dégagées, des centres médicaux improvisés étaient établis, des fournitures de base étaient stockées, des itinéraires de sortie vers les régions sous contrôle allié occidental étaient disposés, et on évitait de déployer de l'artillerie pour ne pas attirer d'attaque. La fonction de ces zones était de donner une sortie aux unités en désintégration avant qu'elles ne soient encerclées par les soviétiques ou détruites dans des positions sans valeur militaire. Ces zones de transit permettaient aux soldats dispersés de trouver un point de rassemblement avant de se rendre formellement. Les ordres de Hitler continuaient d'affluer par des canaux officiels, mais de nombreuses unités utilisaient des communications locales alternatives,
pour éviter de recevoir des instructions extrêmes. Ces communications incluaient des radios non enregistrées, des transmissions en codes improvisés, des messagers qui omettaient des rapports défavorables et des retards intentionnels dans l'envoi de rapports. En évitant de recevoir des ordres, les commandants gagnaient du temps pour prendre des décisions plus rationnelles, comme retirer des unités ou préparer des redditions ordonnées. Ce système de communication parallèle est devenu un outil essentiel pour maintenir un certain degré d'autonomie opérationnelle dans les derniers jours de la guerre. Les commandants qui utilisaient ces canaux alternatifs opéraient avec la certitude qu'ils violaient le protocole militaire. Mais ils savaient aussi qu'obéir au protocole signifiait recevoir des ordres qui accéléreraient la destruction de leurs unités. Au cours des derniers mois, la structure de commandement du Reich était si détériorée que de nombreuses régions fonctionnaient comme des entités autonomes. Cette autonomie n'était pas déclarée, mais elle était appliquée. Les commandants régionaux prenaient des décisions qui normalement auraient nécessité l'approbation directe du haut commandement. Réorganiser des secteurs défensifs, dissoudre des unités inutilisables, négocier des redditions locales sans les formaliser et suspendre les ordres de destruction. Cette autonomie était essentielle pour éviter que l'effondrement ne se produise instantanément dans toute l'Allemagne. Elle a permis à certaines régions de se rendre sans combat et à d'autres de pouvoir protéger leurs civils. Le transfert de facto du pouvoir aux commandements locaux fut l'un des mécanismes les plus importants pour gérer la chute finale du Reich. Une partie des commandements s'est également concentrée sur la préparation des conditions de base qui permettraient à la population de survivre après la défaite. Ces actions incluaient la protection des dépôts alimentaires, l'organisation de groupes de travail pour maintenir les services essentiels, l'identification des sources d'eau, la sauvegarde des hôpitaux et des pharmacies, et la préparation de listes de personnel technique nécessaires pour rétablir les fonctions de base. Rien de tout cela ne se faisait de manière centralisée. C'étaient des efforts isolés, dirigés par des commandements pragmatiques qui comprenaient que la défaite laisserait des millions de personnes en conditions vulnérables. Ces préparatifs pour l'immédiat après-guerre ont été exécutés par des officiers qui ne pensaient plus en termes militaires, mais en termes de survie civile. Les préparatifs pour l'effondrement du Reich étaient un ensemble de mesures silencieuses adoptées par des commandants qui savaient que la guerre était perdue et qui cherchaient à éviter une transition chaotique. Ces actions incluaient la destruction sélective de fichiers, la réimplantation de personnel clé, des replis non autorisés, la suspension d'ordres extrêmes, la protection des civils et la préparation de redditions locales. Ce n'étaient pas de simples gestes de rébellion politique, mais des stratégies pratiques pour gérer un effondrement inévitable et réduire l'impact immédiat sur les troupes et la population.